Rien qu'en regardant le Congolais, je sais s'il est bon ou s'il est mauvais. Dieu m'a donné cette connaissance. Il y a des gens, quand je cause avec eux dans les réseaux sociaux, hein, dès qu'il va seulement avoir une petite faille vis-à-vis de moi, Dieu me le fait voir. Mais il y a des gens qui me... Ah non, mais il y a des gens, quand ils me voient, ils croient que le tiers africain est quelqu'un seulement comme ça. Non! Mais posez-vous mille questions. Tous les gestes que les gens vont faire, dès qu'ils ont quelque chose, mauvaise pensée, vis-à-vis de mon égard, Dieu me montre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas chercher à attaquer celui qui est derrière pour le bien des autres. Mais un esprit bon, un esprit bon. Mais tant que vous allez chercher à l'écraser, mais Dieu va vous mettre dans la confusion. Et moi, c'est ce que, toujours les gens qui cherchent à me faire des pièges ou quoi, mais Dieu me montre. Il y a des gens qui vont faire apprendre le judo. Il y a des gens qui vont apprendre le karaté pour faire du mal aux gens. Mais suivez, il y a des discours. Il y a des discours que des grands judokas ou karatékas parlent. Ils disent une arme martiale que les gens vont apprendre. C'est pour se défendre si on t'attaque. Mais si tu cherches à prendre des armes martiales pour aller attaquer les gens, ça ne va jamais fonctionner. Même Bruce Lee l'avait dit. L'arme martiale, on apprend, c'est une arme de défense si on t'attaque. Mais si c'est pour aller attaquer les gens, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Hein? Et ça, les gens doivent comprendre. Hein? L'Africain on doit s'aimer. L'Africain doit arrêter avec la jalousie. Le jour que l'Africain va comprendre cela, mais l'Africain ira loin. Pourquoi moi, quand j'étais toujours en France, pourquoi j'aimais appeler ma soeur ou ma soeur m'appelait Suzanne Barra. On se voyait, on faisait des vidéos ensemble. Pourquoi? Parce que elle, c'est une personne, elle n'a pas de frontières. Elle ne connaît pas les frontières. Mais il y a d'autres Gabonais, ils connaissent ce qu'on appelle les frontières, que l'homme blanc a mis dans leur tête. Mais maman Suzanne, elle ne connaît pas les frontières. Et voilà pourquoi j'aime être à côté d'elle. Et il y a des gens qui disent, maman Suzanne sort avec le tiers africain, elle ne sort pas avec moi. C'est ma soeur, je la prends pour ma soeur. C'est pas ma femme, c'est pas ma copine, c'est ma soeur. Je l'aime comme ma soeur. Il y a pas mal de Gabonaises que je connais, des très belles filles, mais je ne sors pas avec. Je les prends pour mes sœurs. Moi, je me suis levé dans le combat de l'Afrique pour la libération de l'Afrique. Hein. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour chercher les femmes. Non! Si je voulais chercher les femmes, hein, j'allais aller dans des boîtes de nuit. Mais ces milieux-là ne m'intéressent pas. Je ne me suis pas levé pour chercher les femmes. Je me suis levé pour que l'Afrique se libère. Je ne me suis pas levé dans un combat pour avoir un poste de premier ministre ou de député ou de chef d'État. Ça m'est égal, j'aime pas ça. La preuve, si je voulais être président, mais mon oncle était président du Congo, j'allais aller suivre approfondément des cours côté politique, hein, au plus me préparer pour être un homme politique. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, que l'Africain puisse avoir une assiette remplie, qu'il mange à sa faim. Quand je verrai l'Africain manger à sa faim, quand je verrai l'Africain aller à l'hôpital, avoir accès aux soins médicaux, quand je verrai l'Africain, il tourne le robinet, avoir de l'eau, hein, dans le robinet qui coule, hein, quand je verrai l'Africain ne plus pleurer de faim, ne plus pleurer de manque d'eau, quand je verrai les enfants africains ne plus s'asseoir sur le sol dans des écoles, à terre, mon cœur sera, hein, je serai joyeux. Je serai le plus grand joyeux, comme un enfant qui vient de naître. Mais tant que l'Africain n'aura pas l'eau potable, n'aura pas l'électricité au XXIe siècle, tant que l'Africain va souffrir, je ne serai jamais tranquille.
Ça, c'est mon rêve. Et je veux que ça se réalise. Et ça va se faire. Même s'il faut que mon sang coule. Mais ça doit se faire. Mais je veux dire ceci. Mon sang ne coulera jamais. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé dans ce monde pour que je sois quelqu'un qui va être sacrifié. Non! Dieu m'a envoyé dans ce monde pour éclairer les esprits. Les esprits ont dormi. Les esprits, là où l'homme blanc manipule pour la destruction de l'Afrique. Parce que l'homme blanc est excessivement dangereux. L'homme blanc, dès que vous commencez à parler des choses réelles, il commence à parler xénophobe. Ils disent c'est quelqu'un qui est xénophobe. Mais eux-mêmes, ils sont quoi? Hein? C'est eux qui ont inventé ce nom, un xénophobe. Mais eux-mêmes, ils sont pires que des xénophobes. Les génocides qui ont amené cela en RDC, qui a amené les viols, qui a amené les styles de couper les gens comme de la viande avec des machettes? L'homme blanc, parce que c'est un barbare. L'homme blanc est un barbare. Kimpavita, à l'âge de 20 ans, une jeune fille, avant de la brûler, ils l'ont violée. L'homme blanc, les blancs là, ils ont violé Kimpavita, après ils l'ont brûlé. Hein? À Rouen, il y a un endroit de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, une Française qui parlait. Mais Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jeanne d'Arc, ils l'ont attaché sur un poteau, ils ont mis des bois tout autour. Ils ont mis le feu, ils l'ont brûlé vif. Mais quand j'étais à la Rouen, à l'époque, mais j'ai une cousine qui m'a fait visiter où est-ce qu'on avait brûlé Jeanne d'Arc. Et à côté, autour, il y a des bars. Hein. Les gens sont là en train de boire. Hein? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce que les gens arrivent à comprendre que là, il y a un poteau, on avait brûlé une dame ici. Vivante. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc disait tellement la vérité. Et la vérité, vous verrez, hein, les gens qui disent toujours la vérité, hein, on ne les aime pas. Hein. Regardez Patrice Lumumba. Tout ce qu'il disait, personne, hein, les gens écoutaient, mais les gens ne prenaient pas conscience. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte, ah, cet homme-là, il avait vu loin. Mais Patrice Lumumba avait vu loin. Patrice Lumumba était un homme intègre. Patrice Lumumba, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la frontière. Patrice Lumumba, il aimait toute l'Afrique comme son cœur qui bat. Et on a besoin des gens comme ça. Moi, j'aime l'Afrique comme mon cœur qui bat. On a besoin des gens qui puissent dire maintenant la vérité à l'homme blanc. Qui puissent dire à l'homme blanc, arrêtez. On n'a pas besoin des gens qui sont derrière, en train de se cacher. Ils font des petites réunions en douce parce qu'ils veulent être francs-maçons Illuminati. Peuple africain, notre devoir, c'est d'écraser les Illuminati en Afrique. C'est eux qui violent, c'est eux qui font les trafics d'organes, c'est eux qui font les trafics d'enfants. Lèvons-nous, peuple africain. Il faut qu'on finisse avec les Illuminati, la franc-maçonnerie chez nous en Afrique. Nos arrière-grands-parents, les Bantous et les autres parents africains, on ne connaissait pas les sectes de ce genre. On ne connaissait pas la franc-maçonnerie, les Illuminati. Mais c'est eux qui tuent l'Afrique. La Rose-Croix que vous entendez, Rose-Croix, c'est eux aussi qui tuent l'Afrique. Il faut qu'on se débarrasse de ces sectes. L'Église catholique n'est que la loge française. Il faut qu'on se débarrasse de cela. Les fausses églisettes, des pasteurs de réveil qui crient Alléluia, ils crient papa. On ne comprend même pas ce qu'ils veulent dire. Il faut qu'on se débarrasse de ça. C'est cela qui tue l'Afrique. Ça fait mal l'histoire de l'Afrique. Très mal au cœur. On va réécouter ce grand professeur, ce qu'il a dit tout à l'heure. Je vais remettre ça. Parce que c'est important. C'est très important pour que les gens puissent comprendre. Je remets ça. C'est très important. Il a tout dit dedans.
Les camarades m'ont demandé de parler de la balkanisation. Je pense qu'on ne va pas entrer encore dans des définitions. Je pense que c'est Google, si on va prendre par exemple c'est quoi, avec sur Google il y a la définition. Mais ici je vais beaucoup plus parler de gens, de Congolais, qui ont porté ces messages. Le premier, c'est Patrice Emery Lumumba. Après l'indépendance, il avait déjà pressenti ça. À Kinshasa, il a fait une conférence de presse. Ça passe souvent sur le télé 7 là. Le Congo risque de balkaniser. Le commandement du Congo c'est demain. Il dit balkaniser, pas balkaniser. Donc il a dit par rapport à la situation qui s'est passée au Katanga, la situation katangaise, il présentait déjà ça. Il a dénoncé. Au même moment, il y avait des militaires belges qui avaient occupé le Congo, après, parce que jours après l'indépendance. Il pensait que si nous ne faisons pas attention, on va essayer un peu de faire imposer le Congo. Donc, les membres de l'organisation, je ne suis pas les premiers à en parler, les premiers c'est le monde, c'est le Congolais. Deuxième personne que nous est, et beaucoup de gens, comme j'ai dit, notre faiblesse, c'est l'absence de lecture. Si vous prenez les discours de Musée, les derniers, comme moi j'appelle un testament après le testament de Lumumba, dans ce discours, Musée explique que la guerre qui a été éclatée en 1992, 98 par là, cette guerre, si on ne fait pas attention, ça va déboucher sur l'implosion du Congo. Et beaucoup de Congolais ne comprennent pas ça. Musée, ça c'est un témoignage de M. Diana. Diana du Poupa, avant que la société Musée, 3 mois avant, il avait publié un article dans le journal Avenir. Il dit, Musée ne va pas survivre dans 3 mois, il sera assassiné. Et Diane a eu la chance d'aller voir Musée. Musée l'a invité. Et Musée lui a dit clairement, on me demande de faire des choses que je ne peux pas accepter. Je sais qu'on pourra m'assassiner. Vous qui restez, continuez la lutte. Et qu'est-ce qu'on demandait à Musée? Je pense que beaucoup de gens se rappellent. Ne jamais trahir. Vous allez comprendre, c'est beaucoup d'enjeux. Ne jamais trahir le pays. C'est un enjeu important du capitalisme occidental prédateur depuis 1885. Et dernièrement, vous avez suivi le président Kabila. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que nos journalistes ne font pas un effort. Il y a eu une question qu'on a posée au président Kabila, Joseph, par un journaliste d'Antenne A, lui demandant, Monsieur le Président, quels sont vos succès et quels sont vos échecs, en quelque sorte. Et Kabila va répondre en disant, le succès c'est parce que les gens pensaient de m'embrer le Congo, et jusqu'aujourd'hui le Congo est toujours uni. Côté échec, vous vous rappelez, il a dit qu'on n'a pas pu, changer les Congolais, transformer. Donc ça dit beaucoup de choses, mais normalement si on avait des hommes lucides, c'était le moment de faire un débat de fond. Ça signifie quoi? Malheureusement, et nos journalistes, et nos intellectuels, tout le monde est dans des polémiques. Ce sont les 3 personnes au moins, ceux qui sont officiels, qui étaient officiels, qui parlent de la balkanisation. Mais quand vous partez en dehors de ces gens, les Congolais, vous avez en Occident des gens qui pensent que le Congo est trop grand, il faut le couper. Et ceux qui habitent ne sont pas à la hauteur de gérer le Congo. Je vous raconte une petite histoire parce que ce n'est pas par hasard aujourd'hui que du côté de Télé 7, dans le temps, il y avait toutes de grandes conférences sur la balkanisation. Moi, quand j'étais à la francophonie, j'étais dans l'entourage d'Abdou Diouf. On était 2, un Sénégalais et moi. Donc chaque fois qu'il y avait des sommets, j'assistais en tant que journaliste. Donc j'ai fait à peu près 5 sommets. En 2008, nous sommes à Québec, donc au Canada. On nous a demandé de faire un article, nous 2, sur qu'est-ce que la francophonie peut apporter à l'Afrique. J'ai fait mon papier pour dire que la francophonie, nous sommes francophones.
les Rwandais et l'Ouganda sont des anglophones. Est-ce que la francophonie peut nous aider à mettre les Rwandais et l'Ouganda en dehors de la frontière congolaise? L'article n'a pas été publié. On a payé $200 canadiens. J'ai protesté, si vous êtes parti voir les responsables, c'était le journal Le Soleil du Canada. Je dis, mais comment expliquer que mon acte n'est pas sorti? Il me dira, non, vous pouvez comprendre, ça va sortir sur le site. Effectivement, après quelques jours, l'article est sorti. Après le sommet, je descends à Bruxelles. Je vois M. Mampaka. Il est actuellement, je ne sais pas, sénateur belge, un truc comme ça. Mampaka me dit, il y a des cartes qui circulent ici, où le Congo est coupé en morceaux. Je descends à Kinshasa, je vois Modeste Mutinga. J'explique les grandes informations que j'ai eues au Canada, sur le comportement des Canadiens, mais aussi ce que Mampaka m'a raconté. J'ai réuni la rédaction du potentiel, parce que j'étais général. Mutinga faisait de la politique. J'ai réuni la direction générale du potentiel de Télé7. J'explique aux gens, je dis que nous devons faire la campagne contre la balkanisation. Comme d'habitude, les gens me disent, non, nous sommes des journalistes, on les considère. Donc comme j'étais patron, j'ai imposé. Ça suffit quoi. Quand vous êtes une élite, vous voyez plus que les autres. Il ne faut pas se plier. Vous êtes chef, vous donnez la ligne. J'ai imposé à tout le monde, ça prendre ou à laisser. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Donc, ça fait à peu près 8 ans aujourd'hui. Mais pour qu'on impose le discours, il a fallu faire 6 ans. Conférence par conférence. Émission par émission. Et ça m'a valu une invitation à Washington. J'étais au département d'État pendant 21 jours. Avec, je ne sais pas si votre frère qui est Bangoula, qui travaille chez Jeune Afrique. On a fait 21 jours pour comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne. Nous arrivons, nous discutons avec ces gens. Les discours étaient très clairs. L'histoire ne va plus se répéter. Vous avez trompé nos parents, ce n'est pas l'école. Nous, on a étudié avec eux. Ça ne marchera pas. Et la femme va me dire, il y avait une femme qui s'appelait Catherine, qui travaillait ici à l'ambassade américaine en 2000. J'étais même parmi les histoires de ceux qui ont organisé un peu qui ont travaillé avec les accords Sun City. Elle connaît très bien la situation congolaise. Elle me prend de côté. Elle me dit, Monsieur Freddy, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas les gens émerger. Parce que j'étais dans tous mes états. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'ici vous avez peur. On arrive en Amérique, on me dit, vous avez toute la liberté. Donc, ce que je vous parle ici, je l'ai dit là-bas. Parce que les gens pensent qu'on a peur. Je l'ai dit au département d'État, je l'ai dit, l'histoire ne va plus se répéter. Et vous n'aurez pas coupé le Congo. Donc, ce sont des éléments qui peuvent expliquer aux gens, ceux qui veulent vous dire que la balkanisation n'existe pas, c'est faux. Donc, il y a tout un projet. Mais jusqu'à présent, on sent qu'il y a des gens qui résistent. Un jour, il y a M. avec M. Bakabanga qui ont essayé, qui ont fait une interview qui est passée sur Internet. C'était la télévision plus 243 comme ça. Bakabanga maintenant, je pense, dans l'IDPS. Bakabanga me pose la question sur la situation du Kivu. Parce que nous, on avait attaqué Cohen, parce qu'il disait qu'il fallait que les Congolais acceptent les parrainages du Rwanda. Nous, on n'a dit pas de question. On a fait même beaucoup de manchettes sur le potentiel. Pour la toute première fois. Cohen dit il faut que les Congolais comprennent, il répondait à une question de Wakabanga, il faut que les Congolais comprennent que ça ne sert à rien de discuter, donc les deux Kivu appartiennent, même au département d'État, les deux Kivu appartiennent au Rwanda. Je reprends les titres. Pour la première fois, je suis parti à l'ambassade américaine. Une discussion. Ils me disent, les propos de Cohen n'engagent pas l'ambassade. Moi, c'est vrai. Mais moi, je connais comment la politique américaine fonctionne. Ça signifie que Cohen, c'est un lobbyiste. Quand on est lobbyiste, on porte les... Comment dire, on fait la propagande ou bien on fait des multinationales pour une idée. Or, cette idée, portée par Cohen, vient des multinationales. Voilà. Et c'est les multinationales qui veulent contrôler les Congolais. Les Congolais sont trop riches. Les Congolais ne sont même pas conscients. Nous pesons 24 000 milliards de dollars. Et pour les Occidentaux, surtout les Européens et les autres,
nous ne méritons pas ces pays. Ça l'enjeu. Comme on est incapable, il faut les couper. Donc quand je vois les gens à Kinshasa en train de chanter, de danser, de boire, ça prouve qu'on n'est pas conscient des véritables enjeux. Cohen, c'est avec Sarkozy, ce sont des acteurs politiques. Mais ce qui est important ici, je pense qu'on a fait trop de campagnes contre la marginalisation. On ne va pas toutefois revenir sur la même chose. Voilà. Comment s'en sortir? Première chose, c'est... On a bien écouté ce grand professeur. Mais tout ce qu'il raconte, c'est la vérité. Hein? Il dit, quand il voit les Congolais dans les bars, en train de boire et de danser, et il se dit qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Mais moi, quand la Coupe du Monde là a commencé, l'idiotie de la Coupe du Monde, quand je voyais des Congolais en train de faire des directs, oh, nous devons vite aller regarder le football. Mais je disais, est-ce que ce sont des peuples qui ont compris ou pas? Est-ce qu'au Kasaï, les gens, ils ont le temps de prendre la radio pour écouter le football? Est-ce que les gens à Béni, ils ont le temps de prendre la radio d'écouter le football? Est-ce que les gens à Goma, ils ont le temps de prendre leur radio et d'écouter le football? Ils sont pourchassés par les multinationales. Ils sont pourchassés par les hommes de Hippolyte Kanambe. On les tue, on les viole. Et les gens sont là, football, ils font la ça vite fait na direct parce qu'il y a le football. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit, en tout cas, il y a les Congolais qui n'ont rien compris. Mais c'est là où l'homme blanc, un monaka congolais, hein, à CKK, l'homme blanc, il rigole. Mais attendez, quand on faisait des marches avec les Congolais de la RDC, mes frères, on faisait des marches à Paris. Mais moi, je voyais des agents de la DST qui nous connaissaient, nous, les gens du Congo-Brazzaville. Et il y en avait qui me disaient, mais vous savez, quand on voit les Congolais de la RDC, quand ils font leur marche, ils parlent. Il y a des hommes politiques, ils disent, oh, de toute façon, eux, on les connaît. Ils parlent comme ça, mais après, ils vont rentrer, ils vont aller chez eux. Et demain, ils vont aller travailler. Voilà. L'homme blanc, il connaît vraiment qui est le Congolais de la RDC. Et avec le football qu'ils aiment beaucoup, la Coupe du Monde de la Russie, par rapport aux Congolais qui tombent. Mais moi, je préfère parler des enfants qui on exploite dans les mines de cobalt, de tantal, du coltan, que de penser à regarder un football idiot aussi de merde. Est-ce que le football a augmenté vos salaires? Est-ce que le football que vous avez regardé là, ça payait vos factures d'électricité, vos factures de téléphone, vos factures de votre voiture que vous avez pris en crédit? Est-ce que ça payait toutes vos factures? Dites-moi un peu. Le football que vous aimez là, l'Africain n'a rien compris. Et ils se disent qu'ils ont fait des grandes études. Il y en a, ils disent, oh, j'ai fait master. Il y en a, ils disent, oh, j'ai fait des études pour devenir avocat. Ah bon? Tu es avocat? Ou puis tu cours derrière pour le football? Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Patrice Lumumba qui a donné sa vie. Est-ce que Patrice Lumumba, s'il aimait, s'il aimait le matériel, est-ce que Patrice Lumumba allait donner sa vie? Il allait dire non. Tout ce que l'homme blanc allait le proposer, il allait bouger sa tête. Mais Patrice Lumumba avait vu loin. Il était jeune, 35 ans, comme Rossi. Mukendi, Rossi qui a été tué là. 35 ans, comme Patrice Lumumba. Mais essayez de comprendre. Patrice Lumumba à Monaki, vraiment Sika, il avait vu loin. Mais tout ce que Patrice Lumumba a dit, c'est ce qu'on est en train de voir là, au 21e siècle. Mais Patrice Lumumba, des fois quand je m'assois, je suis assis, je réfléchis, je dis non, c'était un homme. Je dis cet homme-là, non, Dieu, il savait pourquoi il a envoyé Patrice Lumumba. Parce qu'il avait vu loin. Il avait vu loin. Donc moi, ce que je pourrais dire, il faudrait
il faudrait que les Africains, nous peuples africains, que nous soyons des peuples simples, que nous comprenions la réalité des choses. Aimons-nous, soyons simples, aimons-nous, aimons-nous pour du vrai, soyons tous ensemble, tous les résistants, les combattants africains en Europe, faisons les choses ensemble. Quand nous ferons les choses ensemble, on finira avec les œuvres satanistes de l'homme blanc. Je vais prendre fin à ce direct. Je vous remercie. Nous allons écouter une chanson avant de clôturer. Nous saluons notre héros national, Armand Toulouse, depuis le village Bombili, El Comandante, le maréchal Jean Congo. Thank you.
le Congo, vive toute l'Afrique. Ingeta, Ingeta. On sortira du gouffre. Ingeta, Ingeta. Que Dieu vous garde bien, nous garde bien. Bye bye. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Bye bye.